première partie de ce cours, nous sommes ceux qui fondent le pouvoir et la légitimité de l'État. Grand A, la servitude volontaire. Alors, vous avez probablement reconnu dans la servitude volontaire une notion qu'on a déjà vue avec Étienne de la Boétie. Je ne vais pas m'y attarder trop longtemps puisque on l'a déjà fait de façon assez longue dans le chapitre sur la liberté. Pour rappel, ça se trouve dans la partie 4, section A, donc je vous invite à aller revoir cette partie dans votre cours. Pour le rappeler en une ou deux phrases, le peuple imagine que le tyran tire sa force de lui-même, qu'il tire sa puissance de lui-même, mais en fait, si le tyran est puissant, c'est parce que le peuple lui obéit. Et il suffirait tout simplement que le peuple refuse massivement d'obéir pour que le pouvoir s'effondre à sa base. Si vous vous souvenez bien, on avait vu qu'Étienne de la Boétie employait l'image de la statue. Le tyran est comme une énorme statue, un grand colosse, qui repose sur un socle, et ce socle, c'est le peuple. Si on enlève le socle, la statue, elle, s'effondre complètement. Donc si on enlève l'obéissance du peuple, le pouvoir du tyran s'effondre complètement. Grand B, associer nos puissances pour construire un pouvoir. Alors après ce rappel du chapitre sur la liberté, on va faire un rappel du chapitre sur le désir, avec ce qu'on avait vu avec Spinoza, donc qui est toujours un philosophe néerlandais du XVIIe siècle. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Alors, si vous vous souvenez bien, on avait dit que chez Spinoza, le désir, il avait un nom particulier, il l'appelait le conatus. Et le conatus, c'était un petit peu plus que le fait de désirer du chocolat. Le conatus avait un sens plus large qui correspondait à la puissance d'agir des hommes. Et cette puissance d'agir, elle peut plus ou moins augmenter et diminuer. Alors, elle diminue quand on souffre, quand on est affaibli, on a moins de force pour agir. Et par contre, elle augmente quand on imite les autres, un petit peu par effet d'émulation. C'est l'idée que le désir est renforcé s'il est partagé par plusieurs individus. Et donc l'idée de Spinoza, c'est que si ce désir est partagé par plusieurs individus, eh bien ces individus vont coopérer pour satisfaire ensemble ce désir. Ils vont unir leurs forces. Or, le désir le plus important des hommes, selon Spinoza, c'est de vivre dans la paix et dans la sécurité. Et donc les hommes vont associer leur conatus, leur puissance d'agir, pour assouvir ce désir. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose de spontané, puisque spontanément, on va copier le désir de l'autre. Si je vois que mon voisin agit pour vivre dans la paix et dans la sécurité, eh bien, mimétiquement, je vais le copier, je vais avoir le même désir et moi aussi, je vais agir pour vivre dans la paix et dans la sécurité. Et ainsi de suite, chaque homme va faire la même chose. C'est ce qui fait que, pour Spinoza, l'État émerge de façon spontanée. Les hommes s'auto-organisent parce qu'ils partagent le désir de vie dans la paix et dans la sécurité. Et non seulement ils partagent ce désir, mais ils vont mettre en œuvre toute leur puissance d'agir, toute leur conatus pour satisfaire ce désir. L'État, en quelque sorte, ça va être le résultat de cette coopération spontanée, puisque l'État, c'est une structure qui permet d'organiser les relations entre les hommes et il organise ces relations de sorte à ce que la puissance d'agir de chacun soit maximisée. Autrement dit, de sorte à ce que mon voisin ne vienne pas me limiter, ne vienne pas me limiter ma force d'action ou mes possibilités d'action. L'état chez Spinoza a donc une origine passionnelle, qui est le conatus, mais son fondement est rationnel. C'est l'organisation la plus logique et la plus efficace qui existe. Je me permets ici de faire un petit rappel sur ce repère origine-fondement qu'on a déjà vu. L'origine, c'est ce qui est premier dans l'ordre chronologique, alors que le fondement, c'est ce qui est premier dans l'ordre logique. Si je reprends mon exemple, l'origine
de l'État, ce qui s'est passé en premier dans le temps, c'est que j'ai imité le désir de mon voisin de vivre en paix et en sécurité. Par contre, le fondement, ce qui fait que logiquement on en vient à vivre sous des États, c'est le fait que c'est la meilleure façon possible de vivre tous ensemble d'un point de vue de la logique. Du coup, Spinoza va avoir une définition un petit peu originale de l'État, puisque l'État ne va pas être transcendant aux hommes, mais immanent aux hommes pour lui. Pourquoi? Parce que l'État émerge de ce sentiment partagé, de ce conatus partagé. Donc il vient bien des hommes. Sans les hommes, l'État n'existerait pas, par opposition à l'idée d'un État qui vient se surimposer aux hommes, qui les dépasse. Et enfin, dernière idée qu'il faut souligner, et ça va nous permettre de voir quelle est la différence entre puissance et pouvoir. Alors, en s'associant et en établissant des lois auxquelles tous doivent se soumettre, les individus ont transformé leur puissance d'agir, que Spinoza appelle conatus, en pouvoir. En effet, la puissance, ça peut se définir comme une capacité à agir, tandis que le pouvoir, c'est une autorité qui a la légitimité nécessaire pour limiter la puissance. Donc la puissance, c'est une force intérieure qui me permet d'agir. Le pouvoir, c'est le plus souvent une force extérieure qui va limiter cette capacité que j'ai à agir. On passe au grand C, renoncer à sa liberté pour gagner en sécurité. On va voir dans ce grand C la théorie de Hobbes, philosophe anglais du XVIIe. Alors, on va procéder en deux temps. Dans un premier temps, on va voir les problèmes et ensuite, on verra les solutions que Hobbes apporte. Dans son ouvrage très célèbre intitulé Le Léviathan, on verra juste après pourquoi, Hobbes fait à peu près la même hypothèse que Rousseau. Il dit qu'à l'origine, les hommes devaient vivre isolés à l'état de nature. Sauf que, si vous vous souvenez bien, chez Rousseau, spontanément, les hommes, ils sont amis, ils s'entraident, puisqu'ils éprouvent un sentiment de pitié naturelle. Hobbes n'est pas du tout d'accord avec cette hypothèse de Rousseau. Pour lui, des hommes qui se croisent rarement ne peuvent pas avoir une relation amicale, ni même une relation neutre. Forcément, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va éprouver envers lui de la méfiance, voire même les hommes vont se détester. À cela, Hobbes ajoute un autre problème qui est le problème de l'inégalité des capacités. Prenons un exemple pour comprendre. Imaginons que vous soyez quelqu'un de très grand, de très fort, de baraqué, de musclé, bref, quelqu'un qui a de la force et qui fait peur. Eh bien, vous n'allez pas vous embêter à aller chasser pour vous nourrir, puisqu'il suffit d'utiliser votre force pour menacer et pour piller votre voisin. C'est quand même beaucoup moins fatigant de racketter son voisin que d'aller chasser son lapin soi-même. C'est pour ça que Hobbes dit qu'à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Ça veut dire qu'on est dans un état de guerre permanente où tout le monde pille tout le monde et on vit dans un état de peur généralisée. Je vous propose, pour comprendre ce premier schéma, imaginez qu'il représente une société composée de plusieurs individus et que les flèches sont des relations de peur. Eh bien, les individus auront à peu près tous peur les uns des autres. Voilà pour le problème des hommes à l'état de nature. Face à cette situation désespérée, quelles vont être les solutions? Eh bien, Hobbes nous explique que les hommes ont soudain une idée. Ils vont s'unir de sorte à être plus forts ensemble. Reprenons mon exemple de voisin très fort qui me terrorise parce qu'il vole tous les produits de ma chasse. Eh bien, au moment où il vient me racketter, on peut imaginer que mes autres voisins, qui ne sont pas comme moi très très forts, vont quand même venir et tous ensemble, on va faire barrage, on va s'opposer à notre voisin très fort pour qu'il arrête de venir voler mes gibiers. Autrement dit, en étant plus nombreux, même si individuellement on n'est pas très fort, en s'unissant, en unissant nos forces, on va pouvoir réussir à renverser le rapport de force. Pour
Pour que ça fonctionne, il faut néanmoins qu'au sein de notre groupe, qu'on va appeler le groupe de résistants, pour notre exemple, il faut qu'au sein de ce groupe, on ait des règles. Et il faut qu'on ait comme règle, en fait, de, par exemple, ne pas se trahir, ne pas se voler les uns les autres. Et ce sont ces premières règles que l'on va instaurer qui vont constituer les premières lois. On se met donc d'accord pour limiter notre liberté naturelle. Je rappelle que la liberté naturelle, c'est la capacité de faire ce que l'on veut. Par exemple, je n'ai pas le droit d'aller voler le gibier de mon allié, alors même que j'en suis capable. Donc, on perd cette liberté naturelle, mais on gagne en sécurité, puisqu'on a confiance dans les membres du groupe. Et si même dans le groupe, quelqu'un en viendrait à violer nos droits, eh bien, tout le groupe sera là pour venir en aide et pour nous défendre. Au fur et à mesure, les groupes deviennent de plus en plus grands et les lois de plus en plus nombreuses. C'est ainsi que, selon Hobbes, sont nés les États. En effet, au lieu d'avoir constamment peur de son voisin, cette peur, elle est comme déplacée vers une entité à qui on a confié tous les pouvoirs, et cette entité, c'est l'État. L'État, il a du coup tellement de pouvoir qu'Hobbes le compare à un monstre que l'on trouve dans l'Ancien Testament qui s'appelle le Léviathan. Et c'est pour ça que son livre s'appelle le Léviathan. En fait, c'est une métaphore pour désigner l'État. Donc ça indique que c'est un monstre qui a beaucoup de pouvoir, qui contraint les hommes et qui surtout les dépasse énormément par sa taille. Elle permet donc d'appliquer les mêmes lois à tous et de garantir la sécurité de chaque membre du groupe, puisque ce sont les mêmes lois pour tous, et donc on a réinstauré l'égalité. Je vous propose donc ce second schéma qui correspond à l'état social. Alors, on remarque que tous les individus, tous nos voisins sont placés en bas sur la même ligne, ils sont alignés, ils ont le même statut. La peur qui existait entre eux a disparu. En revanche, tous ont une même peur qui est dirigée vers la même entité supérieure, à savoir l'État. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que moi, individu, je vais respecter les lois parce que je sais que si je ne les respecte pas, cet individu qui a beaucoup de force, qui a beaucoup de pouvoir, qui est l'État, va me punir. Par exemple, je vais avoir une peine de prison, je vais avoir une amende, voire, si on parle en des temps un peu plus reculés, je vais avoir la peine de mort. Donc, parce que j'ai peur de la répression de l'État, je vais m'abstenir d'enfreindre les règles. Et ce qui se passe, c'est que je sais que tous mes voisins qui, même s'ils sont un petit peu plus forts à l'état de nature, sont quand même moins forts que l'État, ont moins de pouvoir que l'État, je sais que tous mes voisins, donc, vont avoir le même raisonnement que moi. Ils vont avoir la même peur de la punition de l'État que moi. Et donc, de ce fait, tous mes voisins vont respecter la loi, ce qui fait que je ne crains plus rien de mes voisins. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas parce qu'on est dans un État qu'il n'y a plus aucun crime. Mais justement, on peut avoir la certitude que le crime va être puni par l'État. Grandet, le contrat social. On va terminer avec notre cher philosophe français du XVIIIe, Rousseau. Alors Rousseau, on l'a déjà vu dans beaucoup de chapitres, on a déjà vu plein de petits morceaux éparpillés, si je puis dire. Et bien là, ça va être l'occasion de faire une synthèse de ce qu'il dit autour de la notion d'État. Vous vous souvenez qu'à l'état de nature, donc avant l'apparition de la société, les hommes disposent d'une liberté naturelle qui est illimitée, c'est-à-dire qu'en théorie, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans la pratique, ces hommes ont une liberté qui est assez limitée. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la capacité de faire grand-chose tout seuls, ils ont assez peu de force. Comme ils ont assez peu de force, les hommes vont très vite trouver la solution de l'entraide. Donc ils vont d'abord s'entraider ponctuellement, puis de façon de plus en plus régulière. Et finalement, les hommes se rapprochent, apparaissent les familles, les villages,
les idées abstraites, le langage, les échanges. En un mot, apparaît la société. Mais justement, chez Rousseau, c'est un petit peu l'inverse de Hobbes. À l'état de nature, les hommes étaient plutôt gentils, très sympathiques les uns envers les autres et ils éprouvaient une pitié naturelle, donc une sympathie naturelle. Et Rousseau va dire que à partir du moment où les hommes se mettent à vivre ensemble dans des petits villages, eh bien, ils deviennent jaloux les uns des autres, ils se volent, et c'est à l'inverse de Hobbes, donc à partir du moment où on entre en société, que la loi du plus fort apparaît. Je vous renvoie pour le détail de ce point à votre cours sur la liberté. Pour éviter ce bazar, si je puis dire, les hommes vont se mettre d'accord et ils vont passer tous ensemble un contrat. C'est ce qu'on appelle chez Rousseau, et c'est une notion très importante, le contrat social. C'est d'ailleurs, encore une fois, la notion qui va donner le titre du livre dans lequel Rousseau développe ses idées. Dans ce contrat, chaque homme s'engage à renoncer à ses intérêts personnels, à ses désirs personnels, pour suivre la volonté générale. Alors, si vous vous souvenez, je vous avais dit de faire très attention à cette notion de volonté générale. C'est pas la volonté de la majorité. Chez Rousseau, ça a un sens très particulier. La volonté générale, c'est la part de moi-même qui sait intuitivement ce qui est le mieux pour tous. Vous vous souvenez, j'avais développé l'exemple, imaginons que je vive dans une société et que j'ai des pulsions meurtrières, j'ai envie de commettre des meurtres. Et donc la société estime que je dois être banni parce que je fais encourir aux autres citoyens un danger. Mon intérêt personnel à moi, c'est de ne pas être banni, évidemment, ne pas être chassé de chez moi, mais Rousseau expliquait que je devais moi-même prendre conscience que je représentais un danger pour la société, et donc si je suis la volonté générale, si je suis la partie de moi qui sait ce qu'il y a de mieux pour tous, eh bien je dois être d'accord sur le fait que je dois être banni de cette société. Je sais que la meilleure chose à faire pour la société, c'est que j'en sois exclu. Du coup, les lois établies au sein de la société, elles ne sont pas des contraintes, donc une opposition extérieure à moi, mais des obligations, parce qu'elles sont conformes à ma volonté, même si, dans ma volonté, ce qu'on entend ici, c'est pas la volonté particulière, mes intérêts particuliers, mais la volonté générale. Donc encore une fois, ce qu'il y a de mieux pour tous. C'est certes la volonté générale, mais c'est quand même ma volonté, va dire Rousseau. Le contrat social est donc un calcul rationnel qui permet d'avoir les meilleures conditions de vie pour tous grâce à la liberté civile. La société trouve donc son fondement dans une forme de rationalité, c'est le meilleur calcul, si vous préférez. Mais Rousseau ajoute une dernière idée qui est que, en plus de ça, la société, elle doit aussi avoir un fondement affectif. Donc la cohésion sociale est aussi assurée par une adhésion affective à l'État qui prend la forme d'une religion civile. C'est-à-dire que pour que l'État fonctionne, il faut que chaque citoyen soit attaché au symbole de l'État, qu'il y ait comme une relation d'amour qui lui donne envie de le défendre. On en arrive à la fin de cette première partie qui était assez dense. On peut dire en guise de transition que nous sommes bien l'État au sens où l'État tire sa légitimité et son pouvoir du peuple, peuple qui lui confie sa puissance pour qu'il la limite et la régule. Mais précisément, pour organiser cette puissance, l'État doit exercer une autorité sur ses sujets et limiter leur liberté pour assurer leur sécurité.